séance à distance réservée toujours au cours de régime constitutionnel comparé. La dernière séance, on l'a consacrée à l'étude du pouvoir exécutif français et on a étudié la complexité du régime français. Par la suite, on a étudié le pouvoir exécutif avec ses deux volets, le président plus le gouvernement, un gouvernement qui est chapeauté par le Premier ministre. Aujourd'hui, nous allons consacrer cette séance à l'explication du pouvoir législatif, c'est-à-dire le Parlement. Donc, le Parlement, nous allons étudier la composition du Parlement, les attributions et nous allons voir qu'est-ce que ça signifie le concept de parlementarisme rationalisé. Donc, le Parlement français, comme vous pouvez le voir, est un Parlement composé de deux chambres. L'Assemblée nationale, la première chambre, la chambre basse, et le Sénat, la chambre haute. Composition. D'abord, nous allons commencer par l'Assemblée nationale. Voici une photo de l'Assemblée nationale française, la première chambre, l'équivalent de la chambre des représentants ici au Maroc. Donc, vous avez des députés qui sont élus au suffrage universel direct, c'est-à-dire par la population directement, pour un mandat qui va durer 5 ans. L'âge minimum pour prétendre être député est 21 ans. C'est-à-dire que tu as 20 ans, tu ne peux pas devenir candidat. Le nombre des députés est 577 députés, bien évidemment, avec la possibilité du cumul des mandats, c'est-à-dire je peux être député une fois, deux fois, trois fois, et ainsi de suite. Le Sénat ou bien la Chambre haute, on a 348 sénateurs, donc moins que ce qu'on trouve dans la chambre, la première chambre, l'Assemblée nationale, où il y a 577. Ici, on n'a que 348 sénateurs. Ils sont élus d'une autre manière et non pas au scrutin direct, suffrage universel direct. Là, c'est d'une manière indirecte. Ils sont élus par les députés plus les représentants des collectivités locales, non pas les collectivités territoriales. Les collectivités locales, c'est la population française, c'est-à-dire les représentants des conseils régionaux, municipaux et des conseils départementaux. C'est la raison pour laquelle on dit que les élus sont, les sénateurs, pardon, sont les élus des élus. Pourquoi? Parce qu'ils sont élus par d'autres élus, des députés, des conseillers municipaux, départementaux, etc. Ils sont élus pour 6 ans et on a garanti d'aller jusqu'au bout pour la simple raison, c'est que le Sénat ne peut pas être dissous par le président de la République, contrairement à l'Assemblée nationale qui peut être dissoute par le président de la République. En outre, son renouvellement s'effectue par moitié, auparavant c'était le tiers, maintenant par moitié, tous les 3 ans, ce qui lui assure une certaine continuité. La question qui se pose est le mode d'élection de ces sénateurs. Comment sont-ils élus? Je vous ai dit qu'ils ne sont pas élus d'une manière au suffrage universel direct, mais d'une manière indirecte, comme je viens de l'expliquer. Et il y a un autre critère qu'on prend en considération, c'est le département. Est-ce qu'il est très peuplé ou bien peu peuplé? Par exemple, pour les départements peu peuplés, un département peu peuplé, c'est-à-dire un département où vous ne pouvez élire que 1 ou 2 sénateurs. Donc, si vous êtes dans un département peu peuplé, ou bien les 2 sénateurs seront élus au scrutin majoritaire à 2 tours. C'est comme le scrutin que je vous ai expliqué la dernière fois pour le président de la République. C'est-à-dire celui qui a le plus de voix qui va passer. Lorsque vous êtes dans un département peuplé, c'est-à-dire un département dans lequel on va élire 3 sénateurs ou plus, là, c'est un autre mode de scrutin que vous avez déjà étudié en première année dans le cadre du cours droit constitutionnel. Donc, la représentation proportionnelle.
Ici, chaque parti propose une liste de candidats et les sièges sont partagés en fonction, bien évidemment, du résultat du scrutin. Ça, vous l'avez déjà étudié. Très bien. Quelles sont maintenant les attributions du Parlement? Que fait ce Parlement avec ces deux chambres? Comme le Parlement marocain, le Parlement français a une double fonction. Une fonction législative, légiférer, créer des lois, et une fonction de contrôle, la fonction de contrôle. Commençons d'abord par la fonction législative. Si vous prenez l'article 34 de la Constitution française, il vous dit que les domaines 1, 2, 3, 4, 5, etc. sont des domaines qui relèvent de la compétence du Parlement. Donc, il y a des domaines dans lesquels seul le Parlement a le droit de légiférer, de créer des lois. Et lorsque vous partez lire l'article 37, vous allez trouver que tous les domaines précités, tous les domaines, mis à part les domaines précités dans l'article 34, tous les autres domaines appartiennent au gouvernement. Donc, pour le Parlement, on a limité les domaines dans lesquels il peut intervenir et tout le reste appartient au gouvernement. D'ailleurs, c'est parmi les raisons pour lesquelles on appelle le régime français un régime semi-présidentiel avec une prépondérance du président et aussi du gouvernement, du pouvoir exécutif en général. Certes, les domaines qu'on a consacrés pour le Parlement, ce sont des domaines très importants, mais n'empêche que pour tout le reste appartient au gouvernement. Le vote de la loi, donc le Parlement, qu'est-ce qu'il fait? Il vote la loi. Mais l'initiative de la loi n'appartient pas seulement au Parlement, mais elle est partagée entre le Parlement et le gouvernement. Lorsque l'initiative émane du Premier ministre ou bien du gouvernement, on appelle ça un projet de loi. Et lorsqu'elle émane d'un député ou plusieurs députés, on appelle ça une proposition de loi. Bien évidemment, le Parlement, qu'est-ce qu'il fait? Il vote les lois à la majorité au sein des deux chambres. Donc, les deux chambres qui vont voter. Parfois, il peut y avoir un problème. Il y aura un blocage. Par exemple, l'Assemblée nationale, la première chambre, a voté un projet dans une formule bien précise que la seconde chambre n'approuve pas, n'accepte pas. Le Sénat n'accepte pas. Il dit oui, le projet qui m'a été renvoyé par la première chambre ne me plaît pas. Donc, ils vont le refuser à la majorité. Là, on va se trouver devant une situation de blocage, ou bien vice-versa. Le Sénat a accepté à la majorité, les sénateurs ont accepté à la majorité, les députés au sein de l'Assemblée nationale l'ont refusé. On est toujours dans le cadre d'une initiative, soit d'un projet, soit d'une proposition. Là, pour débloquer la situation, le Premier ministre va réunir une commission mixte des deux chambres, une commission mixte paritaire du même nombre, par exemple 5 de la première chambre, 5 de la seconde chambre, et ils vont essayer de trouver une solution. Si par malheur, cette commission n'arrive toujours pas à trouver une solution, le dernier mot revient, non pas au Premier ministre, mais revient à l'Assemblée nationale, à la première chambre. Pour une simple raison, c'est qu'on estime que la première chambre a plus de légitimité vu que les députés ont été élus au suffrage universel direct, alors que les sénateurs ont peu de légitimité. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont aucune légitimité, mais ils ont moins de légitimité parce qu'ils sont les élus des élus et non pas des citoyens directement. Donc, le dernier mot en cas de blocage concernant un projet ou une proposition de loi, le dernier mot revient à l'Assemblée nationale. Deuxième fonction, la fonction de contrôle. Donc, qu'est-ce qu'il fait le Parlement, mis à part légiférer? Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut aussi
contrôler le travail du gouvernement. Comment ça? À travers ce qu'on appelle, enfin, il y a plusieurs procédés. La fonction principale, c'est la déclaration ne donnant lieu à aucun vote. Par exemple, le gouvernement va venir devant les députés, il va faire une déclaration. Déclaration devant les députés pour que le Premier ministre montre que voilà son programme, etc., etc. Mais ce programme ne sera pas suivi d'un vote. Toutefois, l'article 49 de la Constitution permet d'engager la responsabilité du gouvernement sur une déclaration de politique générale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le gouvernement va venir devant le Parlement, il va présenter son projet de politique générale, projet avec lequel il va gouverner le pays. Et il va dire aux députés, soit vous votez ce projet, généralement il le vote parce qu'il a la majorité. Le gouvernement est déjà constitué de majorité. Donc, soit il le vote, soit non. Généralement, il le vote. Et dans certains cas, si les députés et les sénateurs ne le votent pas, ils vont pousser le gouvernement à démissionner. Pourquoi? Parce que le gouvernement a conditionné, a lié l'approbation de sa politique générale avec son existence dans le gouvernement. Si vous votez, je continue dans le gouvernement. Si vous ne votez pas, je ne continue pas dans le gouvernement. Et je vais vous dire pourquoi généralement les députés n'acceptent pas ça. Ils votent généralement, ils n'acceptent jamais de refuser le programme du Premier ministre ni du gouvernement. Les questions parlementaires. Alors, vous avez deux types de questions, soit les questions écrites, on va envoyer une question écrite à un ministre ou bien au Premier ministre, et bien évidemment, ils doivent répondre dans un délai de 30 jours. Soit à travers les questions orales. Et bien évidemment, pendant les sessions parlementaires, chaque semaine, les députés les ministres, les membres du gouvernement doivent répondre aux questions des députés ou bien des sénateurs. Il y a aussi une autre manière avec laquelle le Parlement exerce son contrôle sur le gouvernement, c'est à travers les commissions d'enquête et les commissions permanentes. Permanentes qui siègent tout le temps, d'enquête lorsqu'il y a un problème, lorsqu'il y a un scandale, lorsqu'il y a quelque chose. Donc, on va constituer une commission d'enquête qui va rendre son rapport, généralement qui est publié, etc. Et ça peut causer éventuellement des problèmes pour le gouvernement. Dernier moyen avec lequel le Parlement contrôle le gouvernement, c'est que c'est la responsabilité. La responsabilité du gouvernement est organisée par l'article 49, je vous l'ai déjà dit, de la Constitution. Il peut être engagé par les députés de l'Assemblée nationale ou par le gouvernement lui-même. Comment ça? Par les députés, c'est-à-dire à travers ce qu'on appelle la motion de censure. Là, il faut au moins 289 députés pour qu'ils soient d'accord. Il faut que 89 députés engagent cette procédure. Un dixième des députés doit être d'accord. Et bien évidemment, ils doivent voter ça dans un délai qui ne dépasse pas 24 heures. Pardon, là, il y a une erreur, ce n'est pas 48 heures, mais 24 heures. Et parmi les députés de la première chambre qui n'ont pas voté pour ou contre la motion de censure, ceux qui se sont abstenus, on considère que leur bulletin d'abstention est une sorte d'approbation du gouvernement. C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas voté, on va calculer leur vote comme s'ils avaient voté pour le gouvernement. Bien évidemment, un député, pour éviter l'instabilité de l'institution, du gouvernement, un député ne peut plus signer plus de 3 motions de censure au cours d'une même session ordinaire ou plus d'une au cours d'une session extraordinaire. Deuxième cas, et c'est un peu le plus
bizarre, qui peut vous paraître bizarre, c'est que c'est le gouvernement lui-même qui va engager sa responsabilité. J'ai commencé à l'expliquer dans le deuxième paragraphe. L'article 49, alinéa E1, permet au Premier ministre d'engager la responsabilité de son gouvernement sur son programme ou sur une présentation de politique générale. Le gouvernement démissionne si plus de 149 députés votent négativement son programme. Ça n'arrive jamais. Pourquoi? Supposons que le Premier ministre et le gouvernement ont présenté leur programme et leur politique générale. Et ils disent, voilà, soit vous votez, soit je démissionne. Soit vous votez, soit je démissionne. Généralement, on ne peut jamais tomber dans une situation où le gouvernement peut aller jusqu'au bout et engager sa responsabilité et démissionner. Pourquoi? Parce que, le gouvernement représente la majorité des députés. Donc, normalement, la majorité des députés. Parfois, supposons que même au sein de sa majorité, ils ont voté contre lui. Il leur a dit, j'engage ma responsabilité, soit vous votez ma politique générale ou bien mon programme, soit je démissionne. Même si sa majorité n'est pas d'accord, généralement, il ne vote pas contre le gouvernement. Pourquoi? Parce que s'ils votent contre le programme du gouvernement, cela veut dire qu'ils vont remercier le gouvernement, que le gouvernement va démissionner, parce que dès le départ, il leur a dit, soit vous votez mon programme, soit je démissionne. S'il démissionne, le président de la République sera obligé de refaire les élections et donc de dissoudre le Parlement. Et s'il dissout, l'Assemblée nationale, lorsque je dis le Parlement, sa première chambre, s'il dissout l'Assemblée nationale, ce n'est pas du goût des députés, pour la simple raison, c'est que actuellement ils sont députés, ils sont sûrs de rester pendant 5 ans, bien 5 ans au sein du Parlement. Si on dissout la Chambre, la première chambre, on va refaire les élections. Et là, les députés ne sont pas sûrs d'être réélus. Donc, ils se disent, on va remercier le gouvernement, mais nous aussi, on risque d'être remerciés et ne plus revenir à l'Assemblée nationale. C'est la raison pour laquelle ce n'est jamais arrivé, donc ils ne votent jamais, ils n'engagent jamais la responsabilité du gouvernement parce qu'ils tiennent vraiment à rester eux aussi des députés. C'est une question d'intérêt, une question pragmatique. Le parlementarisme rationalisé, donc ça résume ce que je viens de dire. Parlementarisme rationalisé, c'est-à-dire contrairement au parlementarisme anglais, britannique, pardon, donc là, on a un parlementarisme, mais qui est rationalisé, qui est délimité, qui est serré. Donc, ce n'est pas un véritable parlementarisme. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on appelle le régime français un régime semi-présidentiel, parce qu'il y a une prépondérance du pouvoir exécutif sur le Parlement. À travers, comme vous pouvez le voir et que j'ai déjà expliqué, l'article 34, qui délimite le champ d'intervention du Parlement et qui laisse tout le reste pour le gouvernement. Le gouvernement peut aussi légiférer dans les domaines qui appartiennent habituellement au Parlement à travers des ordonnances. Par exemple, un domaine de privatisation. La privatisation, c'est un domaine qui relève de la compétence du Parlement. Dans l'article 34, c'est énuméré. Mais là, on veut privatiser. Mais on veut privatiser rapidement. Donc, pour éviter les longs débats parlementaires, etc., le gouvernement va demander l'autorisation au Parlement. Il va lui dire, laisse-moi légiférer à ta place. Je n'ai pas beaucoup de temps, il y a une urgence. Je veux privatiser. Donc, il va privatiser à la place du Parlement. Mais une fois qu'il a adopté cette loi à la place du Parlement, il doit bien évidemment avoir l'approbation a posteriori du Parlement. Mais n'empêche qu'il intervient dans le domaine du Parlement.
Le gouvernement peut aussi demander un vote bloqué. Ça veut dire quoi un vote bloqué? Le gouvernement va proposer un ensemble d'articles dans le cadre d'un projet de loi. Il va dire aux députés, je ne vous demande pas de voter article par article. Vous allez voter l'ensemble. Soit vous votez l'ensemble, soit vous ne votez rien. Et les seuls amendements qui seront acceptés, les seules modifications, ce sont les amendements qui proviennent du gouvernement. Donc, ça prouve clairement que celui qui a le dernier mot, c'est le gouvernement. Je vous donne un ensemble, un package. Soit vous votez la totalité, soit vous ne votez rien. Donc, à qui revient le dernier mot? Bien évidemment, au gouvernement. Le gouvernement peut engager sa responsabilité sur les projets de loi de finances et de financement de la sécurité sociale. Le même raisonnement, soit vous votez la loi de finances, soit je démissionne. Et je vous ai dit, il ne peut pas démissionner. Et les députés, pour la simple raison, c'est que les députés ne votent jamais contre lui, au risque de voir perdre leur siège au sein de l'Assemblée nationale. L'article 49.3, je l'ai déjà mentionné, le Premier ministre peut décider, après délibération du Conseil des ministres, d'engager la responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale sur le vote d'un projet de loi. Donc, c'est la même logique. Vous avez vu, donc, brièvement, je vous ai expliqué le Parlement français, les attributions de chaque chambre, le mode d'élection des deux éléments de chaque chambre, les députés et les sénateurs, et le résultat, le résumé, la conclusion avec laquelle nous pouvons sortir, c'est que c'est un régime avec un Parlement, mais avec un parlementarisme rationalisé et un système dans lequel le dernier mot revient bien évidemment au pouvoir exécutif avec le président et le gouvernement. Voilà, c'était tout. Donc, pour le régime français, qu'on appelle le régime semi-présidentiel, la prochaine séance, on va la consacrer à l'étude du régime américain, un régime présidentiel pur et dur. En attendant tout cela, je vous remercie et à bientôt.